Guyane, actualité. Un Uber Eats dans les offres Canal+. Voilà, nous sommes partis pour le rendez-vous de la rédaction, l'information de ce mardi 31 mai 2022. Et nous commençons par les titres avec Arnaud Béarrel, CRDR. Bonsoir. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mardi, les élus territoriaux réunis en séance plénière ce matin. Les grévistes de l'OPRF s'y sont invités et une assemblée sous haute tension. On y revient en détail dès le début de cette édition. Après 3 ans d'interruption, les prélèvements d'organes sont à nouveau possibles en Guyane. Une grande nouvelle saluée par l'Agence nationale de biomédecine et une satisfaction pour Clara Debord, la directrice de l'ARS, que vous entendrez. Les socio-professionnels et l'association des consommateurs de Guyane réunis ce matin pour défendre le projet de centrale électrique du Larivot. On y revient. Un sénateur veut en finir avec la loi spécifique qui régit les cultes en Guyane. Il souhaite que le département entre dans le giron de la loi de 1905, la loi de séparation des églises et de l'État. Les conséquences seraient fortes sur le plan symbolique et aussi fiscal. Les pluies reprennent de plus en plus belles en Guyane. Les fleuves qui étaient en crue risquent de remonter. Alors pour mieux prévoir les crues sur l'Oyapock, une nouvelle station météo a été installée à l'extrême sud de la Guyane, dans le village de Trois-Sauts. Et puis nous serons avec une classe du collège Gérard Holder à Cayenne, la classe qui a remporté la partie académique du concours scientifique C'est Génial. Description dans ce journal de la conception étape par étape de la maquette qui les a fait gagner ce concours. Et puis enfin, comme chaque soir dans notre page spéciale législative 2022, tour d'horizon des différents temps forts de la campagne électorale. Vous entendrez Thibault Lechavega, Aurore Sagne et Jérôme Arbour. Ce sera en fin de journal. Voici le 18h de la rédaction de Radio Pays. Bienvenue à tous et à toutes. Et vous le disiez en titre, l'OPRF ne sera finalement pas liquidé. L'annonce a été faite ce mardi matin lors de l'assemblée plénière qui s'est tenue à la CTG. La majorité a voté une délibération qui abroge celle du 25 février qui lançait la liquidation de l'organisme de formation qui emploie 47 salariés. Finalement, la CTG préfère reclasser les salariés et réorganiser l'offre de formation sur le territoire. 36 salariés sont déjà pris en compte pour intégrer d'autres structures dont la CTG, et les salaires d'avril et de mai ont été versés. C'est ce qu'explique Karine Cresson-Ibris, la vice-présidente en charge de l'emploi et la formation. Nous avons estimé à peu près, nous sommes sur un chiffre de 15 salariés pour l'instant, puisque nous n'avons pas fini. La délibération le précisera. Nous sommes sur 15 personnes qui seraient intégrées à la nouvelle structure et on est autour d'une dizaine de personnes, entre 7 et 10 personnes, je n'ai plus le chiffre en tête, au sein de la collectivité, plus d'autres personnes qui seraient recrutées par d'autres partenaires. Sachant que nous ne sommes pas sur un coup près là, ce travail se poursuivra durant le mois de juin, juillet. Donc si ça se trouve, au mois d'août, on aura encore, puisque là, il nous reste à peu près 11 personnes pour lesquelles nous n'avons pas encore de réponse fixe, parce que le personnel de l'OPRF, ce ne sont pas que des formateurs, il y a des chargés d'accompagnement, il y a des fonctions support, et sur les fonctions support, effectivement, il nous reste un effort à faire pour apporter des solutions. De son côté, l'ancien président Rodolphe Alexandre est monté au créneau dénonçant les erreurs, selon lui, de Gabriel Serville et de l'époque en place. Rodolphe Alexandre a expliqué que l'histoire retiendra que Gabriel Serville a liquidé l'OPRF. On écoute Rodolphe Alexandre. Si aujourd'hui, cette nouvelle majorité revient en Assemblée pour demander de la modifier, c'est qu'elle s'est rendue compte qu'on peut pas liquider judiciairement un établissement public d'intérêt commercial. Donc nous avons démontré que l'OPRF est un excédent budgétaire, car avant de partir, nous avons signé les 2 millions d'euros. Donc les problèmes de trésorerie sont liés au fait que l'OPRF n'a pas reçu cette dotation. Et enfin, je n'ai pas de leçon à recevoir de monsieur Serville quand on sait que toute sa vie, il a liquidé le Greta, il a liquidé Don Bosco et ainsi que la Canopée. Donc moi, mon équipe, nous sommes dans l'innovation, nous suivons les traces de monsieur Otili ou de monsieur Castor. Nous ne sommes pas pour une liquidation, surtout que je l'ai dit et je le signe. Est-ce que c'est une soumission au dictat de la préfecture? Est-ce que c'est de l'incompétence? En tout cas, la délibération démontre qu'il y avait une incompétence. Et enfin, est-ce une méchanceté qui est liée uniquement à un règlement de compte sur l'OPRF?
Des réactions recueillies par Samir Mathieu. Et la centrale du Larivot défendue par les acteurs économiques. Ce matin, la Fédération régionale du BTP de Guyane a tenu une conférence de presse. Plusieurs chefs d'entreprise ayant contribué financièrement au projet étaient présents. Leur objectif, mettre en avant les intérêts économiques et de développement industriel de la centrale électrique du Larivot sur le territoire. Alors que ce projet de construction de centrale est sur la sellette, l'AFR BTP de Guyane, qui a fait un recours à cette décision, reste confiante dans l'attente du prochain verdict du tribunal administratif. On écoute Franck ONC, le patron de la FRBTP. Il n'y a pas de plan B. On a besoin de cette centrale pour une énergie sûre, sécurisée. Un mix n'est pas impossible. Au contraire, nous sommes pour un mix. L'énergie solaire ou biomasse ne nous dérange pas du tout. Mais ça ne nous apporte pas la sécurité de la production. Et nous restons confiants. Je veux dire, sur l'énergie, vous pouvez produire par cette centrale, donc par la biomasse, qui ramène des moteurs, qui apportent de l'énergie, donc qui est sécurisé, qui a une tension sûre, stable. Et vous avez le mix dont je parle, c'est de la biomasse ou l'hydrogène ou les panneaux solaires. Mais avec une telle pluviométrie, les panneaux solaires à un moment vont moins produire, comme chez vous, avec votre panneau solaire, votre chauffe-eau solaire. Quand il pleut en ce moment, vous n'avez pas beaucoup d'eau chaude, je suis sûr. Donc c'est exactement la même chose. Et si vous n'avez pas cette centrale, vous n'avez pas un réseau sécurisé. Enfin, vous n'avez pas une puissance énergétique sécurisée. C'est pour ça que je dis qu'il faut un mix. Rien n'empêche pas l'autre. Et c'est pour ça que nous ne comprenons pas cette opposition directe, frontale, contre la centrale du Larivot, qui est sur une superficie de 8 hectares à l'échelle de la Guyane. Et puis on retient également concernant donc la séance plénière de ce matin à la CTG, les travaux de la route d'Apatou repoussés. C'est le conseil territorial en charge des routes Zadkiel-Saint-Oris qui l'a annoncé en exclusivité au micro de Radio Pays. La faute à la pluie incessante sur l'ouest. Toutes les explications à retrouver sur notre page Facebook. Et puis mais aussi on note également le retrait de la CTG du tour de table de la future société qui devait candidater pour prendre en gestion la future concession de l'aéroport. Un problème juridique en est la cause. C'est Alice Guyane qui va rejoindre finalement ce tour de table. Là aussi, l'interview du vice-président en charge de l'économie, Jean-Luc Leouest, à retrouver sur notre page Facebook en replay. Le don d'organes à nouveau disponible en Guyane. Après 3 ans d'empêchement, le prélèvement de reins a pu enfin reprendre. La crise Covid et des difficultés organisationnelles avaient provoqué une interruption de ce service depuis 2019. Là, 2 reins ont été prélevés le 21 mai dernier au centre hospitalier de Cayenne, ce qui a permis de sauver 2 vies. Clara Debord, la directrice de l'ARS, rappelle en quoi ce geste est très important. Le rein est un organe qui peut voyager. Tous les organes ne peuvent pas voyager. Et comme on ne transplante pas en Guyane, les transplantations, elles ont lieu en Guadeloupe ou bien sûr en métropole. Mais par contre, nous pouvons prélever en Guyane des organes qui peuvent voyager. Et le rein, c'est vraiment un organe qui est très important. Celui-ci nous concerne encore plus notre population parce que on a beaucoup de Guyanaises et de Guyanais qui sont malheureusement soumis à des dialyses 2 fois par semaine. Par rapport au diabète, à l'hypertension artérielle, on a de plus en plus de personnes qui sont concernées et la transplantation d'organes, ça peut pas être proposé à tous les patients, mais quand même il y a énormément de patients qui peuvent bénéficier à un moment de leur vie d'une transplantation, mais pour faire une transplantation, il faut bien sûr avoir des organes disponibles pour que, au moment où malheureusement, s'il nous arrivait quelque chose, notre famille, nos proches puissent dire ce que nous voulions. Clara Debord, la directrice générale de l'ARS Guyane. Christian Epaille en garde à vue. Oui, le président de la SAFER vient de ressortir de la gendarmerie de la Madeleine où il était entendu depuis ce matin par des enquêteurs du service sur le travail dissimulé et fraude. Christian Epaille est ressorti libre, entouré de membres de l'association Trop Violence, dont leur président Olivier Goudet. Un sénateur de l'Hexagone demande que la loi 1905 s'applique en Guyane. Il y a la fameuse loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État qui ne s'applique pas en Guyane. Encore aujourd'hui, le culte catholique est la seule religion de l'État reconnue sur le territoire. Certes, il y a 6 ans, l'ancien évêque de Cayenne et Rodolphe Alexandre avaient conclu un accord pour que les prêtres guyanais cessent peu à peu d'être rémunérés par la collectivité. L'exception guyanaise dure encore bel et bien. Pierre Ouzoulias, sénateur communiste des Hauts-de-Seine,
a donc adressé une question au ministre de l'Intérieur et proposé que la loi de 1905 s'applique désormais à la Guyane avec des conséquences fortes à la fois sur le plan symbolique mais aussi fiscal, argumente Pierre Ouzoulias. Il n'y a même pas la volonté d'ouvrir le débat. Pourtant, on pourrait considérer que la situation est réglée parce que Monseigneur Emmanuel Lavron, il avait négocié avec le président de l'Assemblée de Guyane de l'époque la fin programmée de ce système. Et aujourd'hui, il reste encore quelques prêtres qui sont payés par l'Assemblée de Guyane. Donc, ça ne prive même pas l'Église catholique de certaines de ses prérogatives. Le culte catholique est la religion de l'État en Guyane. Ce qui veut dire que tous les autres cultes, alors ils sont pas dans l'illégalité, oui, ils ne sont pas reconnus, ce qui pose beaucoup de problèmes en termes de fiscalité, de droit des associations, etc. La Guyane, elle mériterait aujourd'hui qu'on puisse s'intéresser davantage à des cultes qui arrivent de l'extérieur, du Brésil, évangélique et autres, et eux, ils ont besoin de l'encadrement de la loi de 1905. Je pense que c'est utile aussi, en termes de police des cultes. Moi, je propose l'application de la loi de 1905, pas contre l'Église catholique, au contraire, pour l'aider, parce que je pense que pour elle, aujourd'hui, c'est un cadre qui lui permettrait de sortir de sa situation financière désespérée. Pierre Ouzoulias, sénateur communiste des Hauts-de-Seine, il répondait à Victor Zamit. Et puis il faut savoir que encore 8 prêtres sont encore rémunérés par la collectivité territoriale de Guyane. Et une nouvelle station météo pour mieux comprendre le climat guyanais. Station installée à l'extrême sud de la Guyane sur le territoire de Trois-Sauts en amont de l'Oyapock. Il s'agit d'une station automatique qui permettra de prévoir plus efficacement la climatologie du sud guyanais et les crues du fleuve de l'Oyapock. Alors comment ce nouvel outil va-t-il se présenter? Explication de Patrick Rançon, directeur adjoint de Météo France Guyane. Alors ces stations sont équipées d'une sonde qui mesure la température. C'est une sonde comme on peut en retrouver dans tous les appareils électroniques. Dès qu'il y a une température qui s'affiche, c'est des sondes maintenant. Et aussi un pluviomètre classique à basculement et avec un système électronique qui calcule le nombre de basculements, donc les quantités de pluie. Dans le courant de l'année, une deuxième station devrait rejoindre celle de Trois-Sauts, mais là, ça sera sur le fleuve Maroni, tout en amont, au niveau du village de Talouenne. À propos de la station de Trois-Sauts, on a fait un article sur notre site internet météofrance.gf consacré à l'implantation de cette nouvelle station. On décrit la mission proprement dite. C'était pas une mission évidente d'implanter une station tout au sud de la Guyane avec d'importants moyens de logistique et aussi l'intérêt futur de cette station. Patrick Rançon, le directeur adjoint de Météo France Guyane, des propos recueillis par Olivia Nestar. Et on continue de parler météo. L'ensemble du territoire est placé sous vigilance jaune. Pour fortes pluies et orages. Les pluies sont donc toujours abondantes sur la Guyane, même si la tendance est la décrue sur les fleuves Maroni et Oyapock. Les niveaux risquent de remonter dans les prochains jours, voire les prochaines heures, avec ces nouvelles précipitations. Au collège Gérard Holder, des élèves bichonnent leur maquette. Des élèves qui ont remporté le concours scientifique C'est génial il y a quelques semaines. Malheureusement, ils n'ont pas remporté la finale nationale, mais qu'importe, ils continuent à faire vivre et à exposer leur maquette. Il s'agit de la reproduction d'une ville éclairée à l'aide de petites ampoules LED, elles-mêmes alimentées par de l'énergie propre. Émeric, il est élève de 5e à Gérard Holder. Il détaille les différentes phases qui ont abouti à ce résultat. D'abord, on s'est documenté, on a cherché des informations sur Internet. Après, on a commencé à faire des expériences avec différentes maquettes pour trouver quelle serait la meilleure énergie renouvelable à utiliser pour notre projet. Après, on a commencé à construire, on a commencé à faire des pièces avec des imprimantes 3D. On a réalisé une maquette, on a fait tous les branchements, puis on a perfectionné la tour. Notre projet, on pourrait l'appliquer en Guyane, précisément sur le barrage de Petit-Saut. Au lieu de détruire la forêt, on pourrait mettre des panneaux solaires sur le lac et puis installer notre tour, soit 50 mètres sous terre et 50 mètres en hauteur, ou soit 100 mètres sous terre. Émeric, élève de 5e au collège Gérard Holder, il répondait à Florian Royer. Les élèves présenteront leurs travaux au festival écologique Alternayana en fin de semaine prochaine. À Matoury, le stade municipal sera rebaptisé stade Daniel Sinaï. Le maire Serge Smock et son conseil municipal ont décidé de rebaptiser le stade municipal Daniel Sinaï en accord avec la famille. Daniel Sinaï, Danny Play de son nom d'artiste, est une figure emblématique du monde économique, culturel
et sportif. Dans ce dernier domaine, il fut le créateur du club L'Éclair de Matoury, devenu l'Étoile de Matoury en 1985, puis devient président du comité régional du cyclisme. L'inauguration du stade Daniel Sinaï, actuellement en réfection, est fixée le 10 juin prochain lors de la Flexible Football Club. Et puis en région parisienne, c'est une station de métro qui porte le nom d'Aimé Césaire. Depuis aujourd'hui, la ligne 12 du métro RATP qui traverse Paris de la porte de Versailles à la porte de la Chapelle est prolongée de plus de 2 km au nord de Paris avec 2 nouvelles stations. L'une s'appelle Mairie d'Aubervilliers et l'autre Aimé Césaire, poète, écrivain et homme politique martiniquais. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsierder. Et maintenant place à notre page dédiée aux élections législatives et on commence avec Thibault Le Chavega. Il était l'invité de l'interview politique de Samir Mathieu, votre nouveau rendez-vous quotidien en vidéo tous les soirs avec Thibault Le Chavega. C'était hier soir qui a choisi Balata et la maison où il a grandi. Le candidat de Pays Guyane d'hiver gauche sur la première circonscription revendique d'être issu d'un milieu populaire. Parmi les priorités du candidat Thibault Le Chavega, il y a outre l'éducation, la lutte pour le pouvoir d'achat, et ça se passe selon lui par une loi contre la vie chère. Ce sera le premier texte qu'il entend faire passer s'il est élu au Palais Bourbon. D'ailleurs, il a même déjà rédigé un projet de loi sur ce sujet. Alors une proposition de loi, oui, c'est sur la vie chère. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec Gabriel Serville lorsque nous étions à l'Assemblée nationale sur cette problématique. Je pense que c'est quand on va au contact de la population, on se rend compte que c'est la préoccupation première des gens, c'est leur pouvoir d'achat. C'est de se rendre compte, c'est une problématique qui est prégnante mais qui est accentuée en ce moment avec la crise notamment des prix des matières premières. Donc nous avons déjà travaillé à un certain nombre de propositions, c'est tout prêt. On défendra dès demain, on ira voir les ministères, on ira voir les autres parlementaires d'outre-mer pour porter ce grand texte. Donc c'est tout un tas de mesures comme ça, c'est une 50aine de mesures sur lesquelles on a travaillé, un vrai travail de fond et que demain nous défendrons à l'Assemblée nationale. À noter que l'ancien député, président de la collectivité territoriale de Guyane, Gabriel Serville, continue de s'engager aux côtés de Thibault Le Chavega puisque celui-ci l'a nommé conseiller spécial à ses côtés pour cette campagne des législatives. Une interview à retrouver en replay sur nos réseaux sociaux. Et Focus aujourd'hui sort 2 candidats de la première circonscription. Jérôme Arbour et Aurore Sagne qui étaient tous les deux invités ce matin sur Radio Pays dans les candidats du 7h avec des objectifs de campagne évidemment différents. Le premier, Jérôme Arbour, s'inscrit dans la continuité de l'élection présidentielle avec la candidature de Marine Le Pen. La deuxième, Aurore Sagne, se définit comme une nouvelle voix dans le paysage politique guyanais. Le candidat du Rassemblement national est revenu sur ses priorités en tant que candidat à ces élections législatives. J'ai l'honneur, comme j'ai dit, d'avoir participé au programme présidentiel de Marine Le Pen pour l'outre-mer et notamment pour la Guyane. Donc oui, aujourd'hui on continue, c'est-à-dire de décliner ce programme pour notre territoire. Donc maintenant nous souhaitons en effet créer les conditions d'investissement pour les investisseurs, qu'ils soient les Guyanais ou des investisseurs étrangers. Là on va du député. Nous souhaitons aussi surtout rétablir les frontières avec les moyens matériels, humains et financiers. Donc c'est une grande négociation qu'il faudra avec l'État, c'est son pouvoir régalien. Nous souhaitons aussi défendre le pouvoir d'achat des Guyanais par cette réforme d'octroi-de-mer que je juge tout à fait inacceptable, qui date de 1670 et qui aujourd'hui pénalise doublement les ménages guyanais. Nous souhaitons surtout mettre en place une TVA qui sera taxée qu'une seule fois sur les produits et non même pas sur les produits qui seront importés de l'Union européenne ou des produits au niveau local. Donc nous défendons aussi la consommation et nous défendons aussi l'autonomie alimentaire, du moins y arriver le plus près possible pour mettre en place des secteurs de financement, donc des contributions publiques avec les collectivités pour financer les secteurs maritimes, forestiers et agricoles. De son côté, Aurore Sagne a expliqué s'être lancée dans la bataille en constatant un manque de courage et de méthode de tous les autres candidats. Pour cette élection en particulier, j'ai été un peu frustrée parce que j'ai écouté tous les candidats au meeting, sur les plateaux, et je n'ai pas entendu une méthode qui me paraissait adéquate, efficace, pour qu'on puisse enfin faire avancer certains dossiers en Guyane. Je trouve qu'en Guyane, on a un déficit en termes d'information, et il faut savoir que l'information, c'est le préalable à l'action, à la prise de conscience, et en Guyane, on a un souci, c'est qu'on a toujours cette impression que les gens sont un peu ankylosés. Je pense qu'il faut réveiller la population en leur montrant concrètement pourquoi les choses n'avancent pas. Et ça commence par montrer les coulisses, les backstage,
du travail parlementaire, pas que pendant la campagne, mais pendant tout un mandat. Je suis une novice, certes, mais je pense que les personnes qui se réclament d'avoir de l'expérience, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément montré qu'elles avaient du courage, de l'audace. Par exemple, je pense à ces élus qui ont assisté à une réunion avec tous les élus ultramarins, qui ne se sont pas levés, par exemple, quand le président de la République les a traités d'enfants. Quand on sait qu'auparavant, il avait déjà dit qu'il n'était pas le Père Noël. Donc, est-ce que moi, j'aurais laissé faire ça en restant sur place, en écoutant, en disant rien? Pas du tout. Je pense qu'à l'heure actuelle, on manque de courage. Et puis demain, dans les candidats du 7h, Victor Zamit recevra Emmanuel Félicin, puis Jean-Victor Castor. Ce sera dès 7h15. 7h15 et 7h30. Merci beaucoup Arnaud Berry. Lol Serder, rendez-vous demain. La voix est revenue apparemment. La voix revient petit à petit et elle sera encore mieux demain. Et le retour d'Arnaud Berry, Lol Serder, donc votre retour demain à 18h. Merci, une très belle soirée à l'écoute de Radio Pays. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.